Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Ils ont dit, ils, ce sont les dirigeants et autopersonnalités. Leurs propos nous intéressent. Nous avons sélectionné quelques-uns pour le numéro du jour. Vous y êtes les bienvenus. Bonjour à tous. Bonjour à vous, Adrien Moussou. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs. Jacques Boko, bonjour. Bonjour Monsieur Kassan. Donc on commençons avec le tout premier extrait, Journée mondiale de la liberté de la presse 2021. L'information comme bien public. C'est l'UNESCO qui a sorti ce thème, Adrien. Oui, l'information comme bien public, en cela justement que lorsque la presse livre des informations, cette information-là, ce n'est plus un vase clos, c'est-à-dire que elle s'adresse évidemment à tous ceux-là qui veulent bien savoir ce qui se passe, que ce soit dans leur pays, en clair dans le monde. Donc, lorsque l'UNESCO insiste à l'occasion de cette journée-ci pour dire que c'est un bien public, c'est notre façon de non seulement éveiller les uns et les autres à cela, mais de mettre l'accent sur la nécessité qu'il y a d'une part de fournir une information crédible, mais également que ceux-là qui, à des moments donnés, font rétention de l'information, essaient de faire preuve d'esprit d'ouverture pour permettre véritablement aux journalistes, aux communicateurs, d'avoir les véritables sources d'informations qui leur permettront de livrer la vraie et juste information qui soit. C'est cela, Jacques? Absolument. L'UNESCO ne fait que rappeler aux professionnels des médias leur devoir d'informer et puis en retour d'être informés aussi, parce que le droit à l'information est un droit universellement reconnu. Maintenant, il se fait que il y a peut-être des groupes ou des individus qui n'ont pas envie de livrer ou de libérer la parole pour donner l'information, parce que l'information, le rôle du journaliste, c'est quoi? C'est de collecter, de traiter et de publier. Si le journaliste n'a pas la matière, si le journaliste n'arrive pas à collecter l'information, comment il peut la traiter? Donc la rétention d'informations, normalement, c'est à proscrire, puisque si vous n'arrivez pas à aller vérifier, si vous n'arrivez pas à aller attester de la fiabilité d'une information, là, je pense que si vous la publiez, ce n'est plus un bien public, parce que là, tout le monde ne va plus s'y retrouver. Alors que le bien public, ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas pour un groupe, c'est pour tout le monde. Donc, lorsque vous publiez l'information, tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que toutes les tendances, si ils prennent part, c'est-à-dire livrent leur opinion. Lorsque je prends par exemple la mouvance, je dois prendre aussi l'opposition. Mais il arrive tous les sons de cloche. Tous les sons de cloche. Mais il arrive, la société civile, pourquoi pas. Mais il arrive que le journaliste, parfois, n'arrive pas à le faire dans bien des cas, parce que le contexte oblige. Voilà. Et la directrice générale de l'UNESCO a dit attention aux fausses nouvelles. Oui, aux fausses nouvelles, en cela que Jacques faisait allusion à cela tout à l'heure, parce que lorsque vous livrez de fausses nouvelles, vous ne pouvez pas savoir les dégâts que ces fausses nouvelles-là pourraient causer. Mais mettons que sur le plan sanitaire, par exemple, il n'y a pas telle situation. C'est vous qui venez arguer qu'il y a telle situation, tout ça. Vous avez vu, non seulement il y a la panique, mais vous pourriez faire prendre des décisions, des options qui, in fine, s'avèreront dangereuses pour les populations. En fait, c'est là. Donc, ce n'est que des gens qui ne pas tant d'autres. Alors, même sur d'autres plans, vous livrez une fausse information dans le domaine, par exemple, de l'économie et des finances. Mais vous ne pouvez pas savoir également les dégâts collatéraux que ces informations-là pourraient commettre
Vous comprenez bien, autant que lorsqu'on veut différents secteurs, et surtout des secteurs sensibles, lorsque vous livrez une fausse information, forcément, vous mettez en péril certaines vies, vous compromettez certaines situations et certains cas, d'où s'abstenir. C'est important. Oui. C'est important. Et parlant les fausses nouvelles ne doivent jamais venir des journalistes. Absolument. Parce que, imaginez un journaliste qui dit oui, pour guérir de la Covid, il faut prendre tel nombre de comprimés alors qu'il n'a jamais lu ça quelque part, ou bien peut-être a dû lire sur les réseaux sociaux quelque chose qu'un individu X a balancé, alors qu'il y a des techniciens, des spécialistes du domaine qui sont là. Il n'a pas cherché à vérifier non plus. Maintenant, je parlais du contexte aussi pour que le journaliste soit vraiment libre, parce que pour livrer la bonne information, l'information vérifiée, fiable, il faut aussi que le journaliste soit dans certaines conditions. Et généralement, ces conditions ne sont pas réunies. Il y a d'autres qui travaillent dans des conditions difficiles. D'aucuns vous parleront. Dites-nous, comment se porte la presse sur le continent africain? La presse sur le continent, quand nous suivons un peu les classements Reporters sans frontières, on peut se regarder dans la glace. Il y a que c'est un bon baromètre pour s'évaluer ou s'auto-évaluer. Et ça dégringole généralement dans les... Vous y accordez foi? Oui, moi, je pense que c'est quand même ce même Reporters sans frontières qui fait de beaux classements pour des pays. Quand ça arrange, nous applaudissons. Maintenant, si ça n'arrange pas, je ne sais pas si chaque année les gens varient suivant les critères. Non, je pense que ce sont les mêmes critères. Et les classements sont suivis d'arguments. On argumente, on justifie pourquoi on a déclassé tel ou tel pays. Donc moi, je fais foi à ces classements qui, pour ma foi, sont fondés, selon moi, parce que ça reflète, quand vous prenez un peu de recul, vous voyez bien, ça reflète en fait l'image du pays. Ouais, et quand vous prenez, on a parlé des cas de détention de journalistes en prison, on a parlé de la Guinée ici, on a parlé de l'Algérie. Maintenant, si Reporters sans frontières fait son classement et déclasse ces pays, est-ce qu'on doit s'alarmer pour autant? Est-ce que l'environnement est propice, est celui qu'il faut pour que le journaliste exerce librement? On parle même d'accès équitable. Accès équitable à toutes les composantes, mais il n'y a que dans certains pays, c'est un seul son de cloche que vous suivez, alors que les textes prescrivent cela, mais on ne respecte pas cela. L'environnement économique également. On parlera du modèle économique. Est-ce que le modèle économique permet aux journalistes de bien faire son travail? Est-ce que le journaliste peut résister à la tentation, aux puissances économiques? Là aussi, si le journaliste n'arrive pas à résister aux puissances économiques, soyez sûr que l'information sera tronquée. Donc, autant de paramètres, autant de conditions qu'il faut essayer de réunir pour que cette information soit effectivement le bien public, comme le souhaite ou comme insiste l'UNESCO. Et l'UNESCO a bien fait de nous rappeler à notre tâche, à notre devoir, parce que c'est connu de tous que l'information doit être un bien public. Adrien, beaucoup de pays ont banni les peines privatives de liberté. Et pourtant, les journalistes sont coffrés à tour de bras, sans convocation, malmenés. Ça vous dit réellement l'environnement dans lequel la plupart des journalistes africains se trouvent? Je prends à mon compte ce que vient de dire Jacques. Oui, c'est de ça qu'il s'agit dans la plupart des pays africains. Pour nous dire tous, en fait. Pour nous dire tous. Parce que c'est pratiquement le même environnement, c'est pratiquement les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Selon que vous chantez le pouvoir, mais vous êtes applaudi, adulé. Mais si vous ne chantez pas le pouvoir, mais vous avez des situations compliquées, comme nous se l'expliquait. Mais vous voulez que le pouvoir en Afrique respecte ce qui est écrit souvent? Mais non, lorsque ça arrange, on vous brandit les tests. Mais lorsque ça n'arrange pas, les tests, on s'en fout comme de l'an 40. En fait, c'est ça qu'il s'agit. C'est de l'arbitraire. Ils viennent vous chercher dans votre lit comme ça? Mais vous êtes qui? Mais des gens qui sont plus importants que vous dans la société. Des politiques. Des gens qui sont plus influents que vous parfois. Les gens déchirent les tests quand il s'agit de passer outre. Le flic est allé à l'école, là. Ah, même. Le flic est allé à l'école, mais... Il a pris ça où? Le flic est aux ordres, quand même.
circonstances atténuantes pour le flic. Mais lui là, il est aux ordres, le flic. Je dis bien circonstances atténuantes pour le flic. En cela que même dans les cours et tribunaux, parfois, lorsqu'on devrait, il y a des procès, on devait trouver des circonstances atténuantes aux flics. Parce que eux, mais ils sont là, il faut bien leur donner des consignes, des instructions, aller chercher tel. Il est à tel endroit, faites tout pour le rechercher, amenez-le mort ou vif. Lui, c'est les instructions qu'il reçoit. Donc, vous avez vu comment, dans des pays africains, on a procédé à des arrestations de façon rocambolesque. On en tue même sur le continent. Ah, justement, oh là 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 là. C'est chose quotidienne, en fait. Pour cela, ça ne dit rien, en fait. Lorsque les tests rentrent dans la plupart de ces pays, on veut bien les appliquer. On tient à les appliquer, c'est le sens. Lorsqu'ils n'arrangent pas, ils ne permettent pas de faire ce qu'on doit faire, les plus probablement, on les fout dans les casiers. Que faut-il pour la visibilité économique des organes? Pour la visibilité économique... Ils en ont besoin, c'est des entreprises. Oui, ils en ont besoin. Maintenant, d'abord, il faudrait déjà que les gens tiennent compte aussi de l'évolution des choses. On ne peut plus faire du journalisme comme on le faisait dans les années 60. La version papier qui tend aujourd'hui à disparaître, il faut réactualiser, il faut s'adapter et créer. Je pense qu'il y a des spécialistes dans le domaine du numérique qui vous diront que oui, si vous faites ci, vous pouvez mieux vendre la version papier et ce que vous mettez en ligne. Donc, il y a tellement de modèles aujourd'hui que des spécialistes vous proposent. L'autre chose, ce sont constituer ou élaborer des projets d'investigation, par exemple, et soumettre ça à des institutions ou des organismes internationaux qui sont prêts à vous soutenir, à subventionner ou à appuyer la rédaction ou bien l'organe pour que l'organe aille sur le terrain. Parce que bon, les contrats gouvernementaux, parfois aussi, vous êtes... Ça fait vivre, il paraît. Ça fait vivre, mais vous avez les mains et les pieds liés. Il faut voir un peu comment ça se passe quand vous y êtes. C'est que vous ne pouvez plus accorder la parole à une autre chapelle que de faire de la propagande d'une seule chapelle. On vous a acheté comme ça? Alors, on vous a acheté comme ça. Disons les choses clairement. Alors que on parle d'information comme bien public. Si je me lève tous les matins et on me dit que oui, dans tel pays, tout est rose, tout est rose, tout est rose, et jamais le son contraire, vous voyez que là, c'est un pays rose. C'est un pays rose, mais ça veut dire que dans ces conditions, ou dans ce cas, l'information n'est plus bien publique. C'est l'information qui profite à un groupe, à une classe donnée. D'où la responsabilité du journaliste. D'où la responsabilité du journaliste. Maintenant, le journaliste vous dira que, écoutez, ventre affamé n'a point d'oreille. C'est vrai, Adrien? La responsabilité du journaliste est engagée, là. Elle est pleinement engagée, mais comme Jacques l'a dit, vais-je parler encore des circonstances atténuantes pour le journaliste? Parce qu'il a faim. Il faut bien qu'il joigne les deux bouts. Et vous savez bien que sur le continent, dans certains pays, on trouve les astuces pour coincer les journalistes. Quand même, il faut que la manne vienne de quelque part. Il faut fermer le robinet quelque part. Il faut savoir envoyer et savoir les tenir. Oui, vous comprenez bien. Autant d'éléments qui compliquent l'existence aux journalistes ou du journaliste. L'UNESCO ferait bien également de penser à comment faire pour que dans ces pays-là, où l'environnement socio-économique, politique, ne permet pas aux journalistes d'exercer pleinement leur métier, leur profession, de le faire. Ah oui, il ne faudrait pas seulement qu'à l'occasion de journée internationale mondiale de la liberté de la presse, l'UNESCO se contente des thèmes ou des thématiques. Tout à fait. Mais qu'est-ce que cette institution propose, des Nations Unies également propose pour aider véritablement les journalistes? Vous n'en trouvez pas? Pour le moment, pas grand-chose. Non, quelquefois, il y a des prix qui sont initiés. Le prix UNESCO, ce n'est pas ça, ce n'est plus ça qui doit régler le problème du journaliste africain ou des journalistes africains. Et il faut penser à des mesures de compensation. Comment aider selon des critères précis ces journalistes-là qui, sans avoir le minimum, ne pourront pas faire le travail de façon conséquente. C'est ça qu'il s'agit, parce que il faut un journaliste indépendant, libre dans la tête, dans la pensée, pour véritablement faire le travail
de sorte qu'on puisse parler in fine de l'information comme bien public. Et quid de la responsabilité des gouvernants, Jacques? Oui, les gouvernants, normalement, vous savez, on peut... Ils ont une responsabilité là également, vis-à-vis de leur peuple. Bien sûr, on peut injecter de l'argent. Parce que je l'ai dit, le droit à l'information, c'est consacré par les textes au plan international, au plan africain et à l'interne. Les constitutions le prévoient. Donc, je pense que normalement, on doit travailler à ce que ces textes soient respectés tout au moins. On peut même injecter de l'argent, on peut subventionner, hein, on peut apporter de l'appui à la presse et être aussi en retour désintéressé. Donc, ce n'est pas parce que je subventionne, ce n'est pas parce que je vous accorde des subventions que je dois vous tenir. Non, parce que vous avez besoin de ça pour informer. L'information doit être pour le public et non pour une personne, pour une classe, et pour un clan. Donc, je pense que bon, les gouvernants ont intérêt à au moins respecter, ne serait-ce qu'à 80% ou à 60%. Si on peut même respecter les tests à 60%, c'est déjà bien. Parce que, vous savez, quand même, dans les années 90, 2000, il y a des pays qui ont occupé la première place dans le classement Reporters sans frontières, 20e au plan mondial. On a applaudi. Des pays africains. Des pays africains. Mais aujourd'hui, ces pays pratiquement sont la lanterne rouge et on crie. Je pense qu'il faut analyser avec beaucoup de recul ces classements qui se font et se dire où est-ce que nous avons fauté, où est-ce que nous avons trébuché, qu'est-ce qu'il faut améliorer plus tôt. S'il y a des choses à améliorer, je pense qu'il faut le faire. Au lieu, par exemple, d'aller chercher un journaliste, de l'embastiller, de le jeter en prison, pourquoi, s'il a commis une gaffe, pourquoi ne pas le rappeler ou exercer un droit de réponse et ramener l'organe de presse à la raison, dit rétablissez la vérité. Voilà le droit de réponse que j'exerce. Sinon, on peut même aller à la justice, mais ne jamais le coffrer. Exactement, on peut même aller à la justice. Donc, je pense qu'il y a vraiment 1001 voies pour éviter d'avoir les médias avec soi, d'avoir des médias qui ne disent que la même chose tous les jours et pendant 365 jours. Ce n'est pas bien pour vous-même, parce qu'à l'international, les gens s'informent autrement aujourd'hui. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, si nous ne voulons pas que... il n'y a plus rien à cacher. On n'y a plus rien à cacher. Parce que même ce que vous faites dans un pays X est connu de tout le monde entier en une fraction de secondes. Donc aujourd'hui, on n'a même plus intérêt à cacher. Puis vous fermez un organe de presse qui a signé un cahier de charge de façon conventionnelle avec vous. Cet organe de presse peut sauter, aller rapidement sur Internet et commencer à émettre. Internet, vous ne pouvez pas contrôler. À partir du moment où la personne n'est pas dans la diffamation, ne pollue pas les réseaux sociaux avec de l'information, enfin les fake news, ça veut dire que ce canal que vous avez fermé peut rouvrir autrement et informer autrement. Donc, on n'a plus intérêt aujourd'hui à confisquer l'information, à faire de l'information sa propriété privée. Nous allons donc parler maintenant des droits de l'homme en général, avec Alioune Tine qui a dit ceci: vous n'êtes pas une démocratie si vous n'êtes pas un pays qui respecte les droits humains, qui ne respecte pas les décisions de justice de la CEDEAO, de la Cour africaine des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas être un pays leader. Adrien. Oui, à cela justement que vous rappelez que le fameux discours de la Baule qui a obligé certains chefs d'État africains en son temps à aller vers la démocratie est parvenu au constat suivant lequel les dictatures nées en Afrique ont commencé véritablement à étrangler et n'en pouvant plus. Vous comprenez bien? Donc, que c'est ça qui a obligé certains pays africains à passer du régime dictatoriaux à des régimes ayant amorcé des processus démocratiques. Bon, avec des variantes, si possible, vous comprenez bien. Donc, forcément, lorsque nous sommes en régime dictatorial, vous comprenez bien que l'on bafoue les droits de l'homme, que l'on jette en prison comme on veut, comme on entend, vous comprenez bien, et que liberté de presse, le respect des droits de l'homme, on s'en fout, on vous jette en prison. Mais bien au contraire, dans un régime démocratique, c'est le contraire, c'est la liberté, la présomption d'innocence
et des procédures et processus avant même de condamner quelqu'un, de le jeter ou de l'envoyer en prison. Mais il se fait malheureusement que quelques années après, oh là là, la démocratie, c'est de par avant, on viole là les tests et on envoie les gens en prison, on viole les droits et libertés et on se réclame toujours de pays démocratiques. Faut quand même, c'est un leurre en fait. Et il fait bien d'insister là-dessus parce que, au fait, ce sont des critères qu'il a énumérés. Des critères que certains dirigeants ne sont pas sans connaître, mais puisque eux, ils sont tout le temps gênés ou parfois gênés aux entournures dans leurs différents états, parce qu'il y a certaines têtes fêlées, entre guillemets, qui tiennent à leur compliquer l'existence ou qui troublent leur sommeil. Eux sont obligés de fermer les yeux sur ces principes sacro-saints qui valent véritablement des normes démocratiques pour les jeter en prison. Donc, vivement que ceux qui doivent entendre, une fois encore, ces critères-là, l'entendent pour besoin corriger le tir, s'il veut bien corriger le tir. Parce qu'il ne sert à rien d'aller dans des forats de grandes réunions, de grandes assises, dire que chez soi, le processus démocratique se déroule bien et qu'on ne se plaît pas. Alioune Tine, il a la langue en feu par ces temps. Hein. Il tire, vraiment. Il dit que, il prend le cas du Sénégal qui est son pays, il dit que c'était une référence. Maintenant, c'est fini. Droits de l'homme, on s'en fout. Détenus, prison civile, il dit, oh, ce qu'on y voit, c'est pas beau. Tout à fait. Les bêtises de presse, il dit, oh là là, on ne reconnaît plus le Sénégal. Voilà. Donc, ça dégringole, vous voyez, alors que la démocratie, c'est d'abord quoi? C'est le respect des tests qu'on s'est soi-même, fixé. Si déjà, vous pouvez respecter les tests que vous vous êtes fixés ou vous êtes donnés, je pense que c'est déjà un début de démocratie. Et il a parlé des institutions sous-régionales et continentales. Oui. Il a cité la CEDEAO et la Cour africaine des droits de l'homme. Je pense que ce sont des fétiches qui vont au-delà des fétiches nationaux. Parce que ce sont des organes, des instances que nous nous sommes donnés librement. Et on a même souscrit, on a adhéré librement à ces structures-là. Parce qu'il y a des chartes qu'on signe, qu'on ratifie. Ça veut dire qu'on est d'accord au départ. Si on a souscrit, c'est que nous avons accepté, respecté les tests de ces institutions-là. Et pourquoi, en retour, si ces institutions rendent des décisions qui ne nous arrangent pas, on doit se rebeller contre ces institutions, on doit les traîner dans la boue, on doit en dire tout ce qu'on veut. Donc, il a parfaitement raison, il ne fait que peindre le tableau et ça ressemble à bien de pays africains. Malheureusement, ça va rester à l'étape constat, coup de gueule et, ou, comme on le dit, de l'eau jetée sous le dos du canard. Pas d'autosaisine de la part de ces institutions, déplore l'homme, Adrien. Justement, autosaisine. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a des situations urgentes, compliquées, c'est des délégations qu'on envoie. Présentement, ça se joue au Tchad, là. Je prends par exemple l'UA, on a envoyé une mission. Bon, est-ce qu'on a pu faire grand-chose jusque-là? On attend de voir. Il n'a pas fini. Ah bon. Vont faire le tour des hôtels, des jeunes filles, excusez-moi, et rentrer. Prenez patience. C'est tout. Donc, c'est dire que, en fait, ces institutions sous-régionales, régionales et continentales se sont fragilisées. C'est ça. C'est la mort de l'âme que parle oui. C'est la mort de l'âme parce que, à force de cautionner, vous voyez bien, de cautionner tout ce qui se joue, parfois lorsqu'on met des processus démocratiques en péril, lorsque ça ne joue pas bien du côté de la loi, on vient, on dit qu'on est en mission d'inspection, on veut bien savoir comment est-ce que telle élection s'organise. Bon, après, on vient prendre des rapports qui, parfois, ne traduisent pas réellement ce qui s'est passé sur le terrain. Vous ne voyez pas déjà que le défaut de cuirasse est tout trouvé. Donc, après, les gens ne vous prendront pas au plus au sérieux. Mais il se fait qu'au moment où vous étiez en difficulté, vous teniez à ce que ces institutions sous-régionales, régionales et autres, réagissent
vous appuient, vous soutiennent, vous dénoncez les avatars et autres incohérences et tares de ceux-là qui sont en train de vous faire mal. Donc, à l'œuvre, on reconnaît l'artisan, dit-on. Donc, nous ne pouvons que prendre notre mal en patience. Jusqu'à quand, là? Mais jusqu'au moment où nous aurons de véritables membres de ces institutions sous-régionales ou responsables de ces institutions qui vont se dire cette fois-là, il faut que l'institution ait droit de regard, non seulement ce qui se passe, mais lorsqu'elle prend des décisions, il faut que cette décision soit appliquée, soit exécutoire dans le pays. Léontine dit qu'il perd patience, il demande à la jeunesse de réagir. Il prend le cas de l'Algérie où le mouvement Irak a fait partir Bouteflika. Il dit, jeunesse, tu ne te lèves pas, tu n'auras rien, n'attends rien de cela. Comme l'avait dit Olusegun Obasanjo du Nigeria, il a lancé un appel à l'endroit de la jeunesse. Maintenant, c'est qu'il faut le faire aussi de façon pacifique, telle que les constitutions de ces pays-là l'ont prévu. Parce oui, que les autres les priment aussi illégalement, c'est ça? Bon, Monsieur Kassar ne fera pas l'apologie de la violence sur ce plateau. Ce n'est pas de la violence. Je suis pour... Dire juste que ça ne va pas. Exactement. Il faut donner de la voix et aller au-delà, manifester, mais suivant les thèses. Parce que nous sommes pour le respect des thèses, nous sommes pour la démocratie. Maintenant, la démocratie aussi ne doit pas virer à l'anarchie. C'est vrai que, parfois... Il y a de ces gens de... Si les thèses vous coincent dans votre maison, vous pouvez faire un pas dehors. Je suis d'accord avec vous. C'est comme la fumée qu'on embrigade dans une chambre. Je suis d'accord. Elle finit toujours par sortir. Mais je suis en phase avec le développement qu'a fait tantôt M. Amoussou. Mais moi, je voudrais aller un peu plus loin en disant que si nous devons espérer de ces institutions, c'est peut-être demander... Maintenant, qui va le faire? Ce sont les mêmes chefs d'État, qu'on renforce un peu le pouvoir de ces institutions. Parce que, en l'État, elles ne peuvent rien. Elles ne feront que constater que tel pays n'a pas respecté la décision que j'ai prise ou que j'ai rendue. Et où est-ce que ces chefs-là y aller? Ils n'iront pas à ça parce que ça risque de les étrangler. Je suis sûr qu'ils n'iront pas à ça. Sinon, si on avait des institutions fortes, si on avait une CEDEAO qui peut dire halte, attention, tant que tu ne vas pas rétablir l'ordre démocratique, tant que les élections ne seront pas transparentes, alors on te prive d'un certain nombre d'avantages. Donc, on va renforcer le pouvoir coercitif de ces institutions. Moi, je suis pour qu'on y aille. Mais, certainement que c'est un rêve que je suis en train d'émettre comme ça. Ça n'arrivera pas de sitôt. C'est sûr, peut-être il faut une nouvelle génération de chefs d'État. Jeunesse, lève-toi, c'est ce qu'il dit à Léontine. Adrien. Oui, toujours est-il qu'il nous a été martelé que la jeunesse d'un pays est toujours le fer de lance. Si tant que la jeunesse demeure le fer de lance, vous comprenez bien que, l'autre l'a dit, nous ne prenons pas la violence. La jeunesse doit prendre ses responsabilités. Mais souvent, comment ça se passe? Ce sont des manifestations. Mais il se fait que cela avait marché dans le temps. Mais de nos jours, bizarrement également, soit lorsque la jeunesse se mobilise et se prépare, toujours au niveau des pouvoirs en place, on essaie rapidement de faire de la récupération. On essaie d'intéresser certaines têtes de pont pour briser l'élan, les mouvements. Et ceux-là qui veulent persister, s'entêter, insister, alors là, dans la rue, instruction est donnée pour qu'on les mate. Vous comprenez bien? Autant de situations, autant de handicaps, autant de choses qui font que parfois, cette jeunesse fer de lance qui devait se mobiliser, à la trouille, parfois. Vous voyez, c'est là où vous voyez déjà des désertions parfois, ou bien au dernier moment, l'organisation prend un coup et la jeunesse ne peut véritablement pas se faire entendre. Parce qu'au même moment, ceux-là qui demandent à la jeunesse de se mobiliser par rapport aux œuvres de développement, de se mobiliser derrière les pouvoirs, soutenir les pouvoirs, mais quel est le sort qu'ils réservent à cette jeunesse-là? La jeunesse se prendra en charge, mais il se fait que ceux qui sont aux affaires ont toujours les moyens pour les canaliser, parfois pour les empêcher d'exprimer véritablement leur desiderata. Il dit, Jacques, je pense que les dirigeants africains doivent tout d'abord respecter leur constitution
Nous avons des postures démocratiques, mais une fois que vous êtes en place et que vous contrôlez tout, vous avez un pouvoir sans limite. Et c'est vrai, on a commencé à le dire à l'entame de cette partie de l'émission. Oui, la démocratie, c'est d'abord le respect des tests. C'est le minimum qu'on puisse demander à un chef d'État qui est au pouvoir. Peut-être hier, de l'autre côté, il faisait tout pour donner l'impression que oui, c'est le plus propre de tout le monde. C'est celui-là qui, une fois au pouvoir, fera respecter rigoureusement les tests de son pays, a dû jeter de l'opprobre sur celui qui était là et qui l'a remplacé, mais une fois assis dans le fauteuil, il fait peut-être pire. Non, si nous avons un message à l'endroit de ces dirigeants, dans la droite ligne de Alioune, je pense que c'est de tout faire pour que le minimum soit respecté et de travailler surtout pour que la jeunesse soit impliquée, se retrouve dans votre gouvernance. Et moi, je pense que si ces conditions, ces minima sont réunis, je pense que vous aurez une gouvernance, disons, apaisée ou bien tranquille, et vous pouvez gérer sans que quelqu'un ne vienne manifester ou vouloir vous arracher votre pouvoir. C'est quand même très simple. Hein. Ce n'est pas grand-chose qu'on demande, juste le respect des tests que le pays a adopté, que le pays suit depuis bien des années, que vous avez défendu quand vous étiez dans une autre posture. Maintenant, pourquoi une fois au pouvoir, est-ce que c'est la réalité du pouvoir qui fait que, on peut se passer outre les tests et faire tout ce qu'on veut? Je pense que ce n'est pas bien pour l'image de l'Afrique et pour l'image de ces pays-là et pour l'image surtout de ces dirigeants-là, parce que d'un jour à l'autre... Vous avez dit l'image, on s'en fout. On s'en fout, mais parfois ça finit par rattraper. Et vous savez, ça finit par rattraper. Oui, on est fort, mais pas éternellement. Si nous devons donner un exemple, nous allons encore parler du Tchad, qui est un exemple encore frais dans les mémoires. Il a tout fait, le maréchal Idriss Déby, mais finalement, il est où? Nous sommes en Mauritanie à présent. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils peuvent me faire plier. Je ne partirai pas, ni au Sénégal, ni au Mali, ni au Maroc, ni en Algérie, ni dans un quelconque autre pays, ni en France. Je suis avec vous, Adrien. Oh oui, je comprends bien le désespoir de l'ex-président mauritanien. Ah, c'est le cas. Ah, c'est le cas. En cela, justement, que il regrette certainement d'avoir passé la main à celui-là qui l'a remplacé. Il pouvait se dire, il pouvait s'exclamer seul dans sa chambre. Oh, si je savais. Parce que des lieutenants lui avaient demandé, des courtisans lui avaient demandé quand même de briguer encore un mandat. Bon, il a cru faire le jeu. Il s'est certainement dit que celui qui viendra essaiera d'assurer ses arrières. Bon profil. Mais il se fait que, bon, ça se joue comme en Angola, là. Ça se joue comme en Angola. C'est dû à quoi, selon vous? Celui qui a remplacé Eduardo dos Santos est en train de lui faire la fête. C'est la même chose qui se joue. Je veux une maison propre. C'était ce cet ancien président mauritanien, on lui demande d'aller s'expliquer de la justice. Mais quand vous convoque, vous y allez, non? Mais oui, vous y allez. Mais lui n'avait pas cru un seul instant. Au moins, il devait passer la main, que cette situation pourrait advenir jusqu'à lui. Mais non, il était à 1000 lieues de penser. Lui qui? Mais malheureusement, oui, lui qui n'est pas déçu. Malheureusement, il n'est pas Dieu pour savoir que, bon, une fois qu'il sera parti, son successeur lui fera la fête. Donc, il dit qu'il ne partira pas en exil, comme certains le font. Bon, je crois savoir qu'il demeure quand même un patriote. Il veut bien, le moment venu, vivement qu'il réponde devant la justice, parce que pour qu'une clarification se fasse, il lui a reproché de s'être trop enrichi. Ah oui, on dit que du jour au lendemain, une fois parvenu au pouvoir, il s'est tellement enrichi au niveau de sa famille également. Oh là là, l'enrichissement est tel que on ne croirait pas. Donc, c'est le moment plus calme d'aller simplement s'expliquer. Mais je ne pense pas qu'il puisse montrer patte blanche
certainement que l'autre ayant des dossiers sur lui, ces dossiers-là, certainement, sont ces dossiers qu'il rattrape. Je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir. Quand on vous convoque, vous y allez, non, Jacques? Normalement, il faut répondre, surtout en tant que dirigeant. Vous avez géré, vous avez laissé le pays il n'y a pas très longtemps. Il faut respecter les textes, il faut respecter les institutions de son pays. Mais c'est que le problème, on n'arrive plus à constater ou à savoir la sincérité des dirigeants au pouvoir et la gêne que constituerait ceux qu'ils appellent à aller répondre devant les juridictions. Est-ce que c'est le cas en Mauritanie? Je me pose la question, parce que c'est quand même un gros morceau. Et dire que l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani a servi sous celui qu'on est en griffe d'enquiquiner. Les deux sont des généraux, l'autre a été son chef de cabinet, etc. Il lui a passé la main. Des gens ont vu en lui le dauphin de celui qu'on est en train d'amener maintenant à aller s'expliquer devant les juridictions. Normalement, ça doit être ça. Dans une démocratie, dans un pays qui respecte, qui suit les tests, c'est que même si tu me places là, normalement, je ne te dois plus rien, je ne te reconnais plus. Mais tel que je suis en train de le dire, est-ce que l'actuel président est sincère? Est-ce que son prédécesseur ne constitue pas un os dans sa gorge? Oui, peut-être qu'il s'est enrichi illégalement, mais est-ce qu'on le fait dans les règles de l'art? Est-ce qu'on l'amène à aller s'expliquer suivant les tests? Donc, voilà autant de questions. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Amoussou. Tant que ça va se passer comme ça, on sera loin de bannir du continent les N-mandats, M. Kassa, parce que les gens vont se poser mille et une questions. Même si on parle de dauphin, on n'aura pas toutes les garanties. On n'aura pas toutes les garanties de céder le pouvoir. Donc, moi, je ne sais pas si... Est-ce qu'il faut aller légiférer et dire que oui, si quelqu'un gouverne, son remplaçant ne doit plus le perturber? Ça va être un boulevard pour l'innommable. Absolument. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut demander aux successeurs généralement? Rendre la vie dure à leurs prédécesseurs? Comment ça va se passer pour que nous assistions vraiment à une véritable démocratie sur le continent? Sinon, d'autres vont y voir une chasse aux sorcières parce que l'ancien président est gênant, constitue peut-être un challenger sérieux, parce qu'il y a d'autres qui soupçonnaient qu'il revienne à la Poutine, parce qu'il aurait placé le dauphin. Voilà que le dauphin, elle ne veut pas le laisser dormir tranquillement. Est-ce que c'est un jeu qu'il joue? Voilà autant de questions. Moi, je n'arrive pas à trouver réponse, mais je suis tout à fait d'accord que l'ancien chef de l'État s'explique s'il s'est enrichi illégalement, mais que ça se passe dans les règles de l'art. À l'écouter, Adrien, les exils arrangent donc les pouvoirs. Ah oui, justement, c'était que... C'est Martel, je n'irai pas. Parce qu'il a un objectif, il n'a pas encore dit son dernier mot. C'est un militaire qui plus est. C'est un militaire qui plus est. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on observe souvent, une fois qu'il y a cette sorte de pression, si tant que celui-là qu'on accule est gênant, il quitte le pays. Là, le boulevard est tout ouvert, on balise le terrain. Parce que celui qui est là, il veut bien d'un second mandat. Ah, mais qui est fou, il veut bien d'un second mandat. Certainement que... celui qui l'a remplacé, son prédécesseur, quand même, a dû partir, le temps de revenir. Vous comprenez bien, on fait un break et on pourrait revenir après. Et jusque-là, le général qui doit aller s'expliquer devant la justice, quand même, il a toujours une certaine popularité dans le pays. Vous comprenez bien? Ah oui, forcément, celui qui est aux affaires doit être un peu gêné aux entournures. S'il part en exil, alors là, on va essayer de constater qu'il a été condamné par contumace, ou bien en son absence, on lui flanque quelques années de prison. Mais attention, il faut tenir compte de ce que, en le condamnant,
un certain nombre d'années de prison, il puisse pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Ah, ça se calcule. Ah, ce sera 1 2 mois, ah oui. Ah, dites-nous comment ça se passe non, là, bah, bien. quand même. Bon, ne me demandez pas d'aller loin. Vous comprenez bien, tout ça fait partie de la stratégie. Je ne dirais pas de la stratégie. La méchanceté, non? Non, bon, pour user un peu d'euphémisme, moi je parlerai de subterfuge. Vous comprenez bien pour moi. Mais subvertir tout ça, on vous dira sous d'autres cieux que c'est tout ça le jeu politique. Essaye d'évincer les éléments gênants, de les contraindre à l'exil, de les condamner, de salir le casier judiciaire afin qu'ils ne soient pas candidats le moment venu pour aller contre vous. Bon, là, les menus prétends, eux, ils peuvent circuler librement dans la République. Et il dit par ailleurs que j'ai constaté en passant en revue les gens qui s'acharnent contre moi, qu'ils appartiennent tous à une même région, à une même tribu. Voilà. Jacques. Donc, à partir de ce constat... Encore de pouvoir endocentrisme, tribalisme, tout ça. Exactement. Et il vient apporter de l'eau au moulin, de l'eau à mon moulin, parce que ce que je disais, ça rejoint exactement ses appréhensions. Il dit qu'il constate que dans le lot, il n'y a qu'un camp qui se ligue contre lui. Et là, quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas juger de la sincérité de ceux qui veulent que quelqu'un aille s'expliquer parce qu'il se serait enrichi illégalement. Moi, j'aurais bien voulu qu'on fasse de la lutte contre la corruption, mais qu'on n'en fasse pas un instrument de chantage. Parce que là, si on en fait un instrument de chantage, les gens ne voudront pas aller s'expliquer. Les gens y verront toujours de la méchanceté gratuite derrière. Alors que peut-être on est sincère, mais étant sur le terrain politique, on est obligé d'aller à ces genres de conjectures, d'aller à ces genres de supputations. Et c'est normal. Donc, si on veut que l'ancien chef de l'État général aille s'expliquer, il faut qu'on le fasse, qu'on suive les tests. Qu'on suive les tests et qu'on n'y mêle pas la politique. Maintenant, si on veut l'invincer, si on veut qu'il quitte le pouvoir, le pays, ça c'est une autre paire de manches qu'il faudra gérer tel que nous le savons. Vous savez, peut-être que même s'il ne va pas s'expliquer, une juridiction peut le condamner, salir son casier judiciaire et puis bon, paf, ça est. Kazwani parle d'une affaire de justice. Justice. Mais lui ne peut que tenir ce langage. Justice. Vous voulez qu'il dise... De quel justice parle-t-il là? Ah, justement, qu'est-ce que vous voulez que lui dise? Mais c'est le langage tout trouvé, je dirais un langage codé. Et donc, allez répondre devant la justice. Parce que, qu'est-ce qui fait que parfois certains ont peur, ont de la réserve par rapport à la justice? Ils ne sont pas certains que les juges qu'ils rencontreront seront impartiaux. Exactement. Sait-on jamais? Exactement. Attends-plus pas derrière pour leur donner des consignes? Il ne se reproche rien, mais il ne compte pas sur... Il n'a pas confiance en ses juges. Parce que certains, a priori, ne se reprochent rien. Il suffit que c'est devant le juge qu'on leur notifie des chefs d'accusation qui n'en valent pas la peine, ou eux-mêmes sont confondus. Ah oui, donc voilà, en fait, la justice serait véritablement indépendante, que, a priori, les uns et les autres n'auraient pas peur d'aller s'expliquer. De sorte qu'en s'expliquant, on peut, selon les chefs d'accusation, si les preuves ne tiennent pas, vous rentrez tranquillement chez vous. Mais il se fait que lorsque... On ne rentre jamais chez soi. Voilà, il se fait que dans la plupart des cas, les chances de rentrer sont minces. Surtout lorsque nous sommes sur des terrains politiques. Les magistrats sont sans personnalité finalement. Bon, ils ont sans personnalité. Bon, plus sans personnalité aux autres. Bon, il y en a à qui on n'oserait rien dire. Hein? Ah bon, sait-on jamais. Il y a des magistrats à qui on n'oserait jamais donner des ordres. Ah, nous attendons de Parce voir. Parce que quand vous les voyez... Mais il se fait que, bon, il y a des situations qui font changer certains, vivement, qu'ils aient le sens un jour de la dignité, de l'honneur, de l'amour propre. Un autre ancien président a parlé, celui du Niger, il dit quoi? Des chefs d'État m'ont conseillé de rester au pouvoir. Jacques. Mahamadou Issifou me donne toujours raison et je continue d'avoir de l'admiration pour lui parce que je l'ai dit, il avait toutes les cartes en main pour s'éterniser au pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Même si, bon, la façon dont le pouvoir a été passé à son successeur, ça pose problème. Je pense quand même que cet esprit, je dirais patriotique, qu'il a eu vis-à-vis des Nigériens
en laissant le pouvoir. Il faut célébrer cela. Vous voyez, s'il devait tenir compte de toutes ces pressions, il pouvait agir autrement, advienne que pourra, même si le Niger serait en ébullition peut-être actuellement, il s'en fout peut-être pas mal, mais il a dit, pour l'intérêt du Niger, je cède le fauteuil, je n'écouterai pas ces sons de cloche-là, et il est parti. Je pense qu'il faut l'applaudir, mais moi j'aurais aimé qu'il aille peut-être loin en mettant le pied dans les plats. En citant par exemple, en citant des noms. Ces chefs d'État qui ne sont pas démocrates, qui ne sont pas des modèles, qui lui ont donné ces genres de conseils, il n'a qu'à les citer. Parce que quand on dit démocratie, c'est le respect des thèses. Et les thèses disent quoi? On ne doit pas faire plus de 2 mandats. Et c'est tout. Il a fait ces 2 mandats, il a dit, lui, il s'en va. Mais il y a d'autres qui ne sont même pas des Nigériens qui lui ont dit, qui lui ont proposé de rester. Heureusement qu'il a pris de la hauteur et moi, je ne peux que demander à ces chefs d'État qui sont dans l'homme qui tirait la ficelle de copier cet exemple parce qu'il est plus libre désormais que tout le monde. Et ils doivent le maudire, non? C'est constaté. Oui, Jacques. Ils viennent nous livrer comme ça. Jacques, sois rassuré. Tu as parlé de liberté. Mais s'il les dénonçait si publiquement, il citait leur nom, oh là là, on risque de lui fermer certaines frontières. Ça, c'est vrai. Vous comprenez bien? Le temps libre, il doit pouvoir voyager, aller là où il veut, encore qu'il a une fondation. Oui. Ou peut-être qu'il ne pourra plus aller à une certaine mission de médiation. Justement, parce que souvent, c'est des missions comme ça qu'on confie aux chefs d'État là, qui ont quand même accepté partir par la grande porte. Donc, Jacques, souffrez qu'il ne cite pas pour le moment de nom. Mais quand même, lorsque vous décryptez ou vous analysez, vous pouvez essayer. Vous avez vu qui a Moi, je n'ai vu personne. Moi non plus, je n'ai vu personne. Mais bon, on pourrait en avoir des idées. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Partager. Nous sommes en Afrique de l'Ouest quand même. Ils se reconnaîtront. Oui. L'effet de contagion. Pour le moment, lui, il dit qu'il préfère s'abstenir. Donc, sinon, l'effet de contagion ferait qu'en Afrique occidentale, alors là, nous aurions encore un autre qui a dû forcer un 3e ou un 1e mandat. Jacques, il continue. Des partisans, nous sommes au pays maintenant, m'ont aussi demandé... Au Niger. Des partisans m'ont aussi demandé de faire un 3e mandat en organisant des manifestations. Ils ont été interpellés par la police. Et nous avons tous suivi cette actualité. Sont donc les marches suscitées alors? Bien sûr. On sait faire ça par ici? On sait faire ça. Afrique, là, c'est ça votre stratégie? Et heureusement qu'il n'a pas cédé à la tentation. Sinon, on aurait dit que c'est lui qui manipulait la rue. Et il a suffi qu'il se retire pour qu'on constate qu'effectivement, il n'était pas derrière. Et je pense que ces chefs d'État qui jurent qu'ils vont partir doivent commencer à donner ces genres d'exemples. Oui, quand je dis que je veux faire N mandat, je finis mon N-e mandat, on ne doit pas avoir des turiféraires parce qu'ils ont intérêt à ce que je sois là pour que eux, leurs intérêts, leurs fauteuils soient préservés, qu'on me pousse à faire peut-être un 1000e mandat. Non, moi, je peux vous dire que le président Issoufou, moi, j'ai de l'admiration pour lui, même si bien d'autres chefs d'État en Afrique ont fait 2 mandats et sont partis. Lui, il avait... Parce que son pays était particulier. Le Niger n'a jamais réussi une transition aussi démocratique. Il a réussi à le faire. Et moi, il me séduit et je dis bravo. Il faut que les autres chefs d'État aillent à l'école de Mohamed Issoufou. Il dit qu'il est également heureux d'avoir passé le pouvoir à quelqu'un qui appartient à une minorité arabe. Oui, là, bon, soit. Et là également, c'est heureux, je vais au-delà. Il aurait pu également il aurait dû prendre des initiatives ou avoir des velléités pour placer un fils, son fils, ou bon, un neveu ou un cousin, vous savez. Comme Déby sait le faire. Non seulement Déby, toujours. Comme déjà en Afrique centrale, nous voyons quelque chose venir, du genre venir dans un pays très important de l'Afrique centrale.
Vous comprenez bien, parce que le papa aux affaires depuis les années 80, visiblement fatigué, mais s'accoutant toujours. Vous comprenez bien, mais non. Donc, il y a des circonstances atténuantes pour le président, l'ex-président nigérien, même si, il y a certaines choses qu'on pourrait lui reprocher, mais il a des circonstances atténuantes. De bons points pour vous. Ouais. Il dit, le monsieur l'actuel président appartient à une minorité arabe. On ne garde pas le pouvoir pour son ethnie. Tout à fait. Et c'est avoir un sens, disons... Vous l'admirez totalement. De l'État, oui. Jacques. Parce qu'il sait que de l'autre côté, les gens sont minoritaires, mais quand même, ce sont des fils du pays. Ils ont droit à la gestion du pays. Mais bon, peut-être il faut légiférer aussi. Je ne sais pas s'il faut légiférer pour... Sinon, tel qu'il le dit, moi, ça me pose un peu problème. Est-ce qu'il le savait avant de le faire? Est-ce que c'est parce qu'ils sont minoritaires qu'il a forcément passé la main Il a subi la pression de ce côté-là également, c'est ce qu'il dit. Pour conserver le pouvoir, oui. Au niveau de son ethnie. Pour son ethnie, oui. Bon, maintenant, mais il a réussi à le passer à l'ethnie minoritaire. Il n'écoute personne, pas les mauvais surtout. Je pense que c'est bien. Mais bon, il pouvait se garder de le dire parce que bon, les affaires d'ethnie aussi, il faut éviter de les agiter publiquement comme ça. Ouais, ça peut créer d'autres problèmes, d'autres situations dans le pays. Nous sommes au Sénégal, Adrien, c'est un peu long. Les formations politiques et les citoyens du Sénégal qui ne peuvent se présenter aux élections du fait de la modification de la loi électorale doivent être rétablis dans leurs droits par la suppression du système de parrainage qui constitue un véritable obstacle à la liberté et au secret de l'exercice du droit de vote, d'une part, et une sérieuse atteinte au droit de participer aux élections en tant que candidat, d'autre part. C'est la Cour de justice de la CEDEAO qui le dit là. Oui, c'est une très bonne décision. Mais j'aurais souhaité que la Cour de justice de la CEDEAO prise cette décision un peu plus tôt. En cela, justement, que le fameux système de parrainage, vous n'êtes pas sans savoir que dans certains pays africains, non seulement ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais ça a causé des préjudices. Ça marche ou même? Dites-nous, ça marche. En tout cas, voilà pas, il parle de préjudice et de tort, de nombreux torts. Mais au-delà du Sénégal, il n'y a pas que le Sénégal en Afrique. Vous comprenez bien, il va falloir que la Haute Cour de justice de la CEDEAO aille un peu plus loin. Effectivement, parce que, bon, si tant que la décision qui est prise a des visées d'exclure ou d'empêcher certains candidats ou éléments gênants de se porter candidat à telle échéance électorale ou à telle autre, vous comprenez bien qu'une décision pareille soit prise. Maintenant, comme le déplorions tantôt, est-ce que au niveau des princes régnants à Dakar, on tiendra compte de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO pour la mettre véritablement en pratique, ou on s'en foutra également comme de l'an 40? Nous sommes impatients d'en savoir davantage, parce que nous souhaitons prendre la décision et de la notifier aux dirigeants actuels du Sénégal, au gouvernement, j'allais dire, et plus précisément au président de la République. Mais une autre de voir si sur le terrain, elle pourrait être appliquée. 27 candidats n'en ont retenu que 5 au final. Malheureusement, c'est comme parrainage cela, parrainage en avant. Alors que le parrainage n'est pas une mauvaise chose. Si nous suivons un peu comment ça se passe dans les grandes démocraties que nous citons généralement comme des modèles. Mais il se fait que on copie ce système de parrainage et on en fait un instrument pour éliminer, pour évincer des candidats de taille. Il faut dire les choses telles quelles. Oui, la Cour de justice de la CEDEAO a parlé, mais moi j'ai peur qu'on ne lui oppose une fin de non-recevoir. C'est ce que font déjà les avocats du Sénégal. On dit qu'elle n'est pas compétente. Exactement. Parce que... Les mêmes qui étaient là lorsqu'on ratifie. Bien sûr. Parce que si la Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples rendent des décisions que des États ne mettent pas en application. Ce n'est pas la Cour de la CEDEAO qui va faire, disons, frémir des pouvoirs. Donc, moi, ça va rester à l'étape de décision juste. Ce n'est pas coercitif. On ne peut pas aller, disons, amener par force le pouvoir de Dakar à mettre en application cette décision. Ne répète plus ça, parce que les élections sont en vue, ne fait plus ça. Oui, mais ça veut dire que ça ne respectera, en tout cas, on ne respectera pas cette décision pour les élections qui s'annoncent ou bien qui sont en vue. Donc, moi, ce genre de décision, oui, c'est peut-être pour que les institutions aussi... Alors on saute la cour, c'est ça? On n'en a plus besoin? Moi, je pense, je l'ai dit tantôt... Comprendre c'est pour construire des écoles comme tu dis. Oui, mais il faut renforcer le pouvoir de ces institutions si on veut que cette décision soit appliquée, parce que ce n'est pas une première fois que ces décisions sont rendues. On l'a vu ailleurs où des décisions ont été rendues, on a dit rétablissez tel candidat pour qu'il ne prenne pas à telle élection, mais ça n'a jamais été fait. On a dit le système de parrainage, ce n'est pas bon, il faut revenir à la norme, mais ça n'a pas été respecté. Donc cette décision, c'est une décision de trop. Et ça ne sera pas appliqué. Adrien, le président de la Cour, dit quoi? La préoccupation de la Cour est le problème de l'exécution de ces arrêts. C'est ce qu'il a dit en juin dernier. Bien que les arrêts de cette Cour aient force obligatoire pour les États membres, les institutions et les personnes physiques et morales, le niveau de conformité ou d'exécution des arrêts de la Cour est inquiétant. Je souhaiterais qu'à l'occasion du prochain sommet de la CEDEAO, c'est de la Cour de justice qu'il s'agit, que les membres de cette Cour aient le courage de s'adresser au chef d'État. Parlez-vous de courage? Non, ne serait-ce que ça. C'est comme vous, non? Mais qu'ils aient le courage, en fait, de dire ça en face à ces chefs d'État. C'est ça qu'il s'agit. C'était avec son institution. Parce que ce sont eux qui retournent cautionner certaines élections, pourtant boudées ou pour lesquelles il y a eu des tensions visiblement. Mais il valide toujours. Pas certain, non, il valide toujours. Donc, le serpent se mord là et comme le déployons tantôt, cette décision ne pourra pas être exécutée. Parce que, pensant déjà à un prochain mandat ou après lui, le chef de l'État sénégalais actuel veut bien placer les siens, à défaut d'être encore candidat à un troisième mandat. Vous avez vu le soulèvement qu'il y a eu de la part de la jeunesse la dernière fois à Dakar. C'est vrai que lui, en fait, il a dû chercher à racoler les morceaux. Bon, il a initié une sorte de dialogue pour apaiser cette jeunesse, où des initiatives sont en train d'être prises pour l'intéresser. Mais jusqu'à quand? Parce qu'à défaut d'atteindre cet objectif-là, de briguer un troisième mandat, il voudra placer les siens. Et s'il doit mettre en application ou faire exécuter cette décision prise par la Cour de justice de la CEDEAO, cela compliquera la tâche à ceux-là qu'il cherchera à positionner. En cela, qu'il ne souhaitera pas que ses adversaires politiques prennent le dessus. Jacques? Oui, moi, pour peut-être finir sur ce sujet, je dirais simplement il faudrait qu'on arrive à faire une clarification conceptuelle entre souveraineté et l'applicabilité de ces décisions. Parce que, qu'est-ce qu'on oppose souvent? On oppose la souveraineté des États. On dit, par rapport à la souveraineté des États, la Cour n'a pas donné... Quand ça arrange. Voilà. N'a pas donné des injonctions. C'est qu'est-ce qu'on met dans souveraineté? Parce qu'on parle d'institutions supra. Et ces décisions, normalement, sont au-dessus des constitutions, des tests à l'interne. Mais on voit tout ça, mais on vient brandir la souveraineté. Donc moi, j'aurais bien voulu que sur ces genres de terminologie, qu'on fasse vraiment les clarifications conceptuelles pour qu'on rende fortes ces institutions, parce que l'autre l'a dit, nous avons besoin plutôt d'institutions fortes et non des hommes forts. Barack Obama. Merci à vous, Jacques. Merci à Adrien. Madame, monsieur, merci d'avoir été là. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.